Tom. Voilà, Sacha et Tom, donc les deux élèves de la FDF. On se chargeait de dévoiler donc, les deux plaques. Donc, voilà, Tom, tu te mets là. Je vous remercie. Donc, là, si tout le monde est prêt. Est-ce que c'est vidéo? La vidéo, c'est compliqué, c'est qu'il faut que tout le monde pose pour la photo, la vidéo. Voilà. Il y a des dodos aussi. Il ne faut pas se mettre Je ne peux pas. Allez, tu tournes la tête par là-bas et tu souris. C'est le champion. Très bien. Allez, C'est bon. vas-y. Très bien, on va télé. Voilà, bravo. Ça fait ce que ça fonctionne. C'est tendu. Un léger Il y a différent. quelques secondes. Quelques secondes de décalage. Ah, il y en a une autre. Voilà. Bravo. Monsieur le Président du Conseil régional, Monsieur le maire, Monsieur l'inspecteur d'académie, Mesdames, Messieurs, chers collègues, c'est avec la conviction de partager avec vous un moment rare que j'ai le plaisir et l'honneur d'introduire cette cérémonie à la mémoire de Joseph Stork. Il s'agit pour nous tous ici de saluer l'exemplarité d'un fonctionnaire qui a su incarner dans l'exercice de ses missions les valeurs éternelles de la République. Cette République chère à nous tous et qui n'est soumise ni aux aléas de l'histoire, ni aux contingences de la politique. Oui, il y a bien, comme l'indique la déclaration de 1789, des droits imprescriptibles et inaliénables. Nul citoyen français ne peut les perdre, nulle puissance, idéologie ou tyrannie ne peut légitimement l'en déposséder. À l'heure où nous devons toutes et tous aujourd'hui nous mobiliser pour les valeurs de la République, à l'heure où nous devons plus que jamais dans les établissements scolaires les transmettre à nos élèves, cette commémoration d'actions passées m'a paru incontournable, tant elle donne du sens et de la profondeur à nos combats actuels. Proviseur à Gay-Lussac entre 1938 et 1944, Joseph Stork a sauvé la vie de centaines d'élèves, au mépris de la sienne. Il s'est opposé, autant qu'il l'a pu, à l'action des forces d'occupation. Il s'est efforcé de protéger aussi les jeunes lycéens du 17e barreau, internés au camp de Nexon, et qui ont si tragiquement marqué l'histoire de ce lycée, comme au-delà l'histoire de la ville de Limoges. Son action fut toujours droite, toujours soucieuse de la sécurité de ceux, élèves et personnels, dont il avait la charge. Toujours oublieuse aussi de sa propre préservation et de ses calculs de carrière. Et toutes les valeurs de la République tiennent ainsi, de manière exemplaire, dans son engagement. La fraternité, bien sûr, celle qui consiste à entretenir le lien entre tous les élèves, tous les citoyens, et à faire de cette exigence l'alpha et l'oméga du service public. Là où la religion parle ou doit parler d'amour, la République parle, elle, de fraternité. Attachement affectif ou obligation morale, l'exigence reste finalement la même, celle d'une concorde sociale où les citoyens se respectent, vivent, travaillent et sont heureux ensemble dans le partage d'une vision commune de l'homme et du monde. La valeur de l'égalité est également au centre de l'engagement de Joseph Stork. C'est parce qu'il en avait une idée la plus haute qu'il ne pouvait tolérer pour ses élèves la moindre discrimination. Religion, couleur de peau, orientation politique, aucune catégorisation, aucune distinction ne doit être établie entre les enfants de la République qui sont à l'école, comme dans la société, dans un sanctuaire sacré de l'équité. Si des différences existent entre les élèves, et elles existent nécessairement, et même doivent d'une certaine manière exister, elles sont le produit de leurs origines ou de leur liberté.
Dans les deux cas, elles imposent le respect inconditionnel que l'État doit préserver en tout homme. Le message de Joseph Storck est d'abord celui-ci. Nul n'entre ici, et cela valait à son époque pour la milice, à laquelle il a parfois refusé l'accès à l'établissement, nul n'entre ici s'il ne respecte l'égale dignité de tous les élèves et les personnels. Enfin, indissociablement des deux autres, la valeur de la liberté commande magistralement son action. Joseph Storck était magnifiquement un homme libre. Libre au sens où peut l'être un serviteur de l'État. C'est-à-dire qu'il était seulement, mais puissamment, obstinément, obligé par la morale républicaine. Intégrité et liberté s'unissent ici, quand un homme courageux les conjugue contre l'adversité. Joseph Storck eut ce courage, il fut cet homme. Il eut finalement cette vertu suprême de générosité, au sens où le philosophe Descartes la définit. La claire représentation de ses facultés, et Joseph Storck en avait d'éminentes, et la volonté d'en bien user. Que cette générosité aujourd'hui nous inspire tous et nous rappelle que notre République, fragile et précieuse autant que la vie humaine peut l'être, ne vaut et ne tient que par ses valeurs. Il ne vaut et ne tient donc finalement que par son école, notre école, chargée avant tout de transmettre ces valeurs-là aux élèves. Merci donc à Joseph Storck de nous avoir donné cette leçon d'engagement. Merci à lui d'avoir porté ici même, au lycée Gay-Lussac, aussi haut, les valeurs de la République. d'Israël, Monsieur le recteur, Monsieur le président du conseil régional, Monsieur le maire, Monsieur l'inspecteur d'académie. C'est avec une profonde émotion que je prends aujourd'hui la parole devant vous tous pour évoquer et honorer une personnalité légendaire du lycée Gay-Lussac, le proviseur Joseph Storck. L'Association des anciens élèves lui a déjà rendu un hommage mérité à plusieurs reprises, en publiant notamment le beau discours prononcé le 10 juillet 1945 par Michel Sapanet, éminent professeur de lettres classiques. Ce discours s'intitulait « La vie du lycée Gay-Lussac de 1940 à 1944 ». On a publié également les propos tenus par le proviseur Joseph Storck lui-même à l'occasion de sa présidence d'honneur du banquet de l'année 1984, ainsi que la réponse de Charles Roumagnac, alors responsable de l'association. Nous avons également publié le texte de Roger Fourneau, rédigé à l'occasion du 45e anniversaire de l'année 1943, pour la cérémonie en l'honneur du 17e barreau, dont il avait été membre, de ce 17e barreau, dont un collègue vous entretiendra tout à l'heure. Nous avons enfin publié l'éloge funèbre de Joseph Storck. Dans sa monumentale Histoire du lycée, Pierre Delage, dans les pages qu'il consacre au proviseur Storck, dresse le portrait, je vais faire plusieurs citations, d'un patriote intransigeant et d'un homme indomptable. Michel Sapanet, quant à lui, parle, je cite toujours, d'un véritable chef, d'un champion d'une conception de l'honneur et de la dignité. Présenté, et il y aura encore des citations dans mon allocution, présenté comme tantôt un pilote, tantôt comme un véritable chef, un conseiller, un recours, Joseph Storck sauva plus d'une centaine d'élèves juifs d'arrestations qui les auraient conduits à la déportation. Il protégea et aida de son mieux les jeunes résistants du 17e barreau et accorda, au mépris des ordres de sa hiérarchie et au péril constant de sa propre vie, un soutien concret
à tous les lycéens victimes des malheurs de cette sombre époque. On pensera, à titre d'exemple, à René Maillard, qui l'hébergea au lycée après l'arrestation de ses parents par la milice. Il ne ménagea pas non plus sa peine pour défendre avec toute l'énergie dont il était capable ceux des professeurs et des membres du personnel qui étaient poursuivis en raison de leurs opinions politiques ou de leurs engagements philosophiques. Il est impossible de résumer en quelques phrases l'étendue du courage, de l'abnégation et de la détermination sans faille d'un homme qui se dressa résolument de tout son cœur et avec toutes les ressources de son intelligence contre l'injustice, contre l'inacceptable, contre l'arbitraire, en affirmant, et je cite Joseph Storck, qu'aucune police, fût-ce la Gestapo, ne le détournerait de son devoir. Au cours de l'hiver dernier, M. Gabriel Jude, ancien membre très actif de la Résistance et membre du 17e barreau, reçut les insignes de chevalier de la Légion d'honneur dans une cérémonie organisée au lycée. Dans le discours qu'il prononça à cette occasion, il évoqua le 17e barreau, bien sûr, et l'action du proviseur Storck longuement. Invité par M. Torres, des élèves d'aujourd'hui, représentant leurs camarades, nous posèrent dans un dialogue privé des questions sur les événements dont il s'agissait et sur ce qu'avait accompli Joseph Storck. L'association dont je suis depuis peu président venait de décider d'accroître, sous des formes renouvelées, son action en faveur des actuels élèves de Gay-Lussac, en proposant aux deux associations qu'ils avaient créées de mettre à leur service, avec l'accord et le soutien de M. Torres, les différentes formes d'expérience et de mémoire de ses membres. C'est ainsi qu'il nous sembla judicieux d'inaugurer ce programme par la présente cérémonie organisée autour de la personne et de l'œuvre exemplaire de Joseph Storck. Transmettre et faire partager des valeurs est une tâche toujours difficile et souvent ingrate, surtout lorsqu'elle repose principalement sur des conférences ou des exposés théoriques. Dans ce domaine qui est pédagogiquement ardu, rien, semble-t-il, ne saurait remplacer un enseignement concret représenté par des exemples précis, c'est-à-dire un rappel des mérites d'hommes éminents dont déjà le poète grec Euripide déclarait qu'ils méritaient d'être considérés comme d'authentiques lumières pour la jeunesse et pour la cité tout entière. À son niveau, le proviseur Storck est évidemment de ces gens-là. De sa conduite brillante, rendue héroïque par l'inflexibilité devant les risques encourus, plusieurs leçons sont à tirer sur lesquelles je voudrais brièvement faire une présentation à l'intention des élèves d'aujourd'hui. Donc voici quelques thèmes que j'aurais pu développer plus longuement si j'avais disposé d'un temps plus long. Première réflexion, la formation d'élèves libres, d'esprit libre. Nous savions, déclare Michel Sapané, que nous pourrions former ici des esprits libres. Deuxième leçon à méditer, les valeurs de Joseph Storck. Roger Fourneau mentionne le devoir, le courage, la fraternité, la dignité, la liberté et l'honneur, le sens de l'honneur. Disons donc, pour résumer, tout ce qui fait qu'un homme est pleinement humain. La plaque qui vient d'être dévoilée est riche d'une importante symbolique. Elle rappellera, me semble-t-il, que la détermination morale d'un seul peut faire reculer l'injustice qui s'appuie sur la force. Elle rappellera aussi aux élèves que certains de leurs devanciers, leurs camarades de l'époque, furent menacés dans leur vie uniquement parce qu'ils étaient juifs, et que d'autres furent emprisonnés dans de terribles conditions pour avoir manifesté leur patriotisme. Il y a là des leçons qu'il ne faudra
jamais oublié. Cette plaque, enfin, rappellera aux futures élites que les gens détenant un légitime pouvoir sur d'autres ont, quelles que soient les conséquences que cela puisse avoir pour eux-mêmes, une obligation de protection envers ceux qui sont sous leur autorité, s'ils sont victimes de violences ou de menaces injustes. Agir en respectant ce principe peut conduire à accomplir des actions héroïques et exemplaires. La conduite de Joseph Storck nous le montre à tous très clairement. Je ne sais pas si je vais arriver au bout de ce que je vais vous dire, parce que je suis un peu impressionné par cette assemblée. Je voudrais avant tout vous remercier, Monsieur le Proviseur, Monsieur le Président, de nous avoir conviés, mon frère, ma sœur et moi, à cette cérémonie en l'honneur de notre Père. Nous sommes heureux d'être parmi vous, très fiers, très émus aussi par la pérennité de son souvenir. C'est à la rentrée des classes de 1938 que mes parents, mon frère et moi avons franchi pour la première fois les portes du lycée Gay-Lussac. J'avais 9 ans. Daniel en avait 2. Je ne vais pas évoquer l'action de papa pendant ces années de guerre et d'occupation. Messieurs les professeurs Grandcoin et Plat, ainsi que le docteur Dayan, vont en parler mieux que je ne saurais le faire. Je vais simplement essayer de vous raconter rapidement quelques-uns des nombreux souvenirs de la petite fille que j'étais pendant ces années sombres. Septembre 1939, mobilisation générale. Papa part le lendemain même, dans l'Est, rejoindre la RAFT, le régiment d'artillerie tractée, nous laissant désemparés et tout seuls. Nous attendions ses lettres, qui nous disaient qu'il allait bien, qu'il pensait très fort à nous, mais sans nous donner évidemment les positions sans nous donner évidemment des renseignements sur ses positions. Maman, grâce à sa foi inaltérable et à son courage, avait la certitude que papa nous reviendrait. Printemps 1940, la défaite, la débâcle, les réfugiés, les matelas sur leur voiture, spectacle de désolation. Papa se retrouve avec sa batterie sur le plateau de 1000 vaches. Le cœur envahi par la colère, le dégoût, et les vastes étendues de bruyères et de genêts des paysages creusois lui ont redonné, je pense, le courage de continuer la lutte. Limoges était encore en zone libre, mais le quotidien était dur. Restrictions, tickets de rationnement, queue interminable devant les magasins. 11 novembre 1942, Limoges devient zone occupée. Sirènes, alertes, bombardements alliés. On se réfugiait dans les caves profondes et quasiment insonorisées du lycée grâce aux murs épais. Le lycée était vieux de 450 ans. Et je crois que c'était un ancien couvent ou une école de jésuites, quelque chose comme ça. Pour moi, ces intermèdes nocturnes étaient plutôt des récréations, parce que je jouais avec les petits pensionnaires de mon âge, et j'avoue même, avec honte, avoir contribué à faire disparaître un tas de pommes qui en fait étaient réservées au dessert des menus des pensionnaires. On ne disait rien évidemment des activités occultes de papa, mais j'améliorais aux années et je sentais bien qu'il se passait des choses graves, des réunions nocturnes où il se rendait, et surtout une valise noire entreposée dans un coin d'une très grande pièce de notre appartement qui possédait une deuxième sortie. Maman m'avait dit, oh c'est du linge qu'on ne porte plus, qu'on va donner à quelqu'un. 1943, des officiers de la Gestapo font plusieurs fois irruption dans le bureau du proviseur avec des listes d'élèves juifs, ou non juifs d'ailleurs. Curieusement, pas de chance, ils étaient absents ce jour-là, terrassés sans doute par une énigmatique maladie contagieuse. Les Allemands n'étaient pas dupes évidemment, et papa un jour fut emmené à la Kommandantur,
d'où il fut libéré au bout d'un certain temps à sa grande surprise. Il apprit plus tard que le médecin du lycée, dont je ne me souviens plus du nom, bien sûr, qui était membre de la milice, était intervenu en sa faveur, qu'il soit libéré. Et en retour à la libération, lors du procès de ce médecin, papa était intervenu en sa faveur, enfin, pour expliquer que quand même, il s'était bien conduit avec lui. Au lycée de jeunes filles, où j'étais à l'époque, place des Banques, je crois, on chantait Maréchal, nous voilà. À la maison, on écoutait, ici Londres, les Français parlent au français. Pom, 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 pom. Les 3 premières notes de la symphonie de Beethoven retentissaient. Elles correspondaient en fait à la lettre le V de la victoire, en morse. Moi, j'attendais surtout les messages personnels, que ne comprenaient que ceux qui étaient initiés, évidemment. Et je les trouvais très drôles. Les élèves qui sont tous fans d'Internet peuvent trouver tout ça sur leur ordinateur. J'en donne quelques-uns. Le fantôme n'est pas bavard. Le grand blond s'appelle Bill. Xénophon a une perruque. Melpomène se parfume. Et, vers la fin, plus poétique, les sanglots longs des violons de l'automne bercent, alors qu'en réalité c'est blesse, mon cœur d'une langueur monotone. Et c'était l'annonce du débarquement. Oradour, 10 juin 1944. Je n'étends pas. L'occupation du lycée par la milice, les arrestations, exécutions, déportations. Une grande joie pourtant. Le 21 juillet, dans la nuit, excusez-moi, au milieu de la nuit, naissance d'une petite fille. Françoise, Madame Cheptel, notre petite sœur. La milice n'autorisa pas papa à aller chercher le docteur. Et ce sont des hommes en armes qui ont sonné à sa porte. J'imagine que le pauvre homme a dû avoir la peur de sa vie. À la rentrée 1944, papa fut nommé inspecteur d'académie du Haut-Rhin. Il suivit les troupes de l'armée de libération de l'Alsace, la 6e DB du général de Lattre de Tassigny. Et à chaque village libéré, il créait une école française. Nous avons eu le privilège, maman, Daniel, Françoise et moi, de rester dans notre appartement jusqu'au printemps, jusqu'à la victoire finale. Le Limousin est resté cher à nos cœurs. La maison de la Creuse, un lieu privilégié pour nos vacances, et maintenant pour mon frère et sa famille. Quant à moi, je reviens à Limoges chaque fois que je le peux, attiré par une amitié indéfectible de 73 ans, car c'est en classe de 5e que j'ai connu une certaine Thérèse Bève, devenue Madame Hubert-Lamoudy. Je termine mon propos par un hommage à notre maman, qui a toujours soutenu et encouragé papa dans ces moments et ces années tragiques. Je vous remercie. Monsieur le préfet de région, monsieur le recteur, monsieur le maire, monsieur le député, mesdames et messieurs les élus, les représentants des différentes associations, monsieur le président du consistoire israélite, Charles Dayan, ici présent. Je représente également, et en l'excusant, monsieur Ido Bromberg, qui est le nouveau directeur de la communication et des relations publiques à l'ambassade d'Israël en France. La résistance, qui a été un peu évoquée tout à l'heure par les différents intervenants, est importante ici en Limousin. Elle est même fondamentale quant à la mémoire. Depuis 10 ans, notre association, avec les historiens, partenaires
Pascal Plat, Michel Kiner, qui sont ici présents, nous avons travaillé à la mise en place de cette mémoire. Aujourd'hui, 21 lieux de mémoire sont répertoriés et nous pouvons y ajouter celui du lycée Gilsa grâce à vous. Il est important, en effet, maintenant, que nous puissions mettre les traces définitives de cette mémoire, car les grands témoins s'en vont, nous quittent, prennent leur départ les uns après les autres. Joseph Stock a reçu, et sa famille, a reçu la plus haute distinction d'Israël, juste parmi les nations, inscrite au mur de Jérusalem et à Paris. Cette mémoire-là, cette manifestation s'inscrit dans l'histoire de Limoges. Et le fait que ce soit un représentant de l'administration et de l'éducation, il était en compagnie d'autres grands représentants de la haute administration. Par exemple, l'inspecteur Cubertafon au commissariat central de Limoges, l'abbé Bengel, qui représentait le petit séminaire et le grand séminaire de Saverne, à Solignac, qui était présent en 1998 lorsque nous avons remis la médaille des Justes à Saverne. Et nous avons rappelé le dévouement de Joseph Storck à ce moment-là. Pour ceux qui connaissent le centre important de la mémoire à Saint-Gilles-des-Forêts, la mémoire de Georges Guingouin et de la bataille de la libération de Limoges, il y a Jean Kahn, inscrit sur la plaque, un de ceux qui ont servi une arme collective, qui a tenu jusqu'au bout, empêchant l'arrivée des Allemands jusqu'à leur sacrifice suprême. Jean Kahn était le frère du grand rabbin de Saverne. Toutes les femmes, je ne vais pas toutes les citer, Germaine Laloy qui me vient en tête, qui a été une grande résistante civile, qui a sauvé un très grand nombre de juifs, réfugiés ici, venant d'Alsace. Cette mémoire-là, nous devons la garder, nous devons la développer. Elle est inscrite grâce à vous, Monsieur Rodet. Grâce à vous, quand vous étiez maire de Limoges, vous avez développé au musée de la Résistance une place qui est de choix pour ce qui est des Justes, qui représentaient et qui représentent la résistance civile. Nous avons ce matin, un peu avant, à 10 h, nous avons inauguré la mémoire, célébré la mémoire d'Yitzhak Rabin, assassiné en 1995 à Tel Aviv-Jaffa, grand résistant pour la paix, grand militant pour la paix. Je crois que la semaine dernière, avec Charlet, d'ailleurs, qui représente également Yad Vashem, nous avons remis la médaille des Justes à titre posthume, ici à Limoges, à une famille qui a sauvé Sigmund Friedman et sa famille. C'est le même homonyme, c'est l'homonyme, pardon, de celui qui est également cité cette semaine comme étant un des grands résistants ici à Limoges. La résistance civile, il y a eu aussi une résistance militaire, nous y travaillons à l'heure actuelle. Résistance juive. Sarah Jakubowski était la sœur de David Jakubowski et de la famille, qui ont été les grands résistants du PJF de 1940 à 1942,
la Moille, main-d'œuvre ouvrière, qui fera en Limousin une grande résistance, surtout dans le nord, la région d'Ambazac ou la région, non sans qu'il y ait d'ailleurs des problèmes quant à cette mémoire. Nous pouvons dire aujourd'hui que le Limousin a décerné autour de un peu plus de 200 médailles des justes à des héros anonymes ou engagés célèbres aujourd'hui. Nous sommes particulièrement fiers d'être parmi vous aujourd'hui pour vous remercier de tous ces engagements, de ces sauvetages. Vous avez parlé tout à l'heure, monsieur le proviseur, de l'honneur. Oui, ces gens, c'est juste, ont représenté l'honneur de la France à une époque particulièrement difficile. C'est celle-là qu'il nous faut garder en référence. Merci. Monsieur le préfet, monsieur le président, monsieur le maire, monsieur le représentant de l'ambassadeur d'Israël, monsieur le proviseur, mesdames, messieurs, chers membres de la famille de Joseph Storck, je voudrais tout d'abord remercier monsieur le proviseur d'être à l'initiative de cet hommage à Joseph Storck et de cette commémoration aujourd'hui. Après avoir servi la France durant la Grande Guerre, puis en 39-40, Joseph Storck aurait pu reprendre son poste de proviseur, profiter de sa famille et se tenir bien tranquille, comme le disait Joseph Kessel. Il a choisi une autre voie, celle de l'honneur, celle de la dignité, au mépris de sa carrière, de sa famille, de sa vie personnelle et de ses enfants. Il a choisi de combattre l'intolérance, le racisme, l'antisémitisme et de défendre les valeurs de notre République, la liberté, l'égalité et la fraternité. Il a ainsi sauvé une centaine d'élèves juifs menacés d'arrestation, de déportation et de mort. En lui décernant le titre de juste, qui vient d'être évoqué en 1998, le peuple juif lui a exprimé sa reconnaissance éternelle, oserais-je dire. Le nom de Joseph Storck est inscrit sur le mur d'honneur du Jardin des Justes parmi les nations et ne sera jamais effacé. Il témoigne, je crois, de la part de ce peuple l'existence d'une dette imprescriptible. Cette reconnaissance, nous la devons également à Joseph Storck. En honorant sa mémoire, nous assurons un devoir de mémoire, bien évidemment, et de transmission de cette mémoire auprès des jeunes générations. Se souvenir des drames de notre histoire, pour éviter qu'ils ne se reproduisent, est un élément essentiel, absolument important. Winston Churchill disait « Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre ». Face à la montée des nationalismes, aux actes d'antisémitisme, face au repli identitaire, ce devoir de mémoire s'impose tout particulièrement aujourd'hui. Après les événements de janvier 2015, l'éducation nationale, l'école s'est fortement mobilisée car elle a un rôle essentiel à jouer, vous le savez, ça a été mentionné ici tout à l'heure par M. le Proviseur en particulier. Sa mission consiste à faire comprendre, à faire acquérir aux élèves les valeurs qui fondent notre République et notre vouloir vivre ensemble. Parmi les mesures décidées, après les attentats, figure la mise en place de ce qu'on appelle un nouvel enseignement moral et civique qui rénove et élargit l'apprentissage des valeurs citoyennes. Ce nouveau programme qui entre en vigueur à partir de cette rentrée, et qui concerne toutes les classes d'ailleurs, depuis l'école élémentaire jusqu'à la classe de terminale, intègre des problématiques de la lutte contre le racisme, contre l'antisémitisme, les préjugés et contre toutes les formes de discrimination. C'est un élément important et essentiel pour nous de pouvoir faire vivre toutes ces valeurs et de lutter contre toutes ces situations intolérables, il faut le dire. La cérémonie d'aujourd'hui est non seulement un acte de mémoire, mais c'est aussi un acte éducatif. En rappelant les actes de résistance de Joseph Storck, nous rappelons que la République sont des valeurs, sont des mots, sont aussi des actes. Et Joseph Storck les a défendus au fil de sa vie. Son action courageuse mérite donc d'être à jamais oubliée. À l'hommage que nous rendons aujourd'hui à Joseph Storck, je voudrais associer le souvenir des membres du 17e barreau. C'est un groupe de jeunes qui a eu le courage de résister face à l'occupant. Et lorsque ces jeunes ont été arrêtés, torturés, internés, ce sont des élèves du lycée Gay-Lussac, ils sont passés brutalement dans le monde des adultes, de façon évidemment dramatique.
L'action de Joseph Stork est une formidable leçon d'espoir et d'optimisme. Elle nous prouve la force que peuvent avoir les hommes et les femmes réunis autour des mêmes valeurs d'humanité, de fraternité, de solidarité et d'honneur. Nous devons donc être aujourd'hui à la hauteur de ce passé pour affronter les défis du XXIe siècle, qu'ils soient d'ailleurs sociaux, les luttes contre l'inégalité et la pauvreté, qu'ils soient économiques, même oserais-je dire technologiques, voire climatiques. C'est une leçon que nous a donnée Joseph Stork. En 2007, Lucie Aubrac dénonçait le repli sur soi, la peur, le mépris de l'autre, et rappelait que le verbe résister doit toujours se conjuguer au présent. C'est le plus bel hommage que nous pouvons rendre aujourd'hui à Joseph Stork et à ceux qui ont eu ce courage de défendre ces valeurs, et ces valeurs d'honneur en particulier. Je souhaite donc que la plaque que nous avons dévoilée constitue une balise permanente de notre action. Elle doit nous rappeler que pour rendre hommage à Joseph Stork et à tous ceux qui sont morts pour la liberté, nous devons aussi travailler sans relâche à transmettre les valeurs de la République afin de continuer à vivre les uns et les autres dans un pays, dans une Europe et un monde libre. Et je voudrais terminer de dire que l'école a une mission essentielle, c'est d'y contribuer très largement. Je sais que les enseignants, les équipes enseignantes, ce lycée et les autres établissements de cette académie seront au rendez-vous pour défendre ces valeurs essentielles à notre République. Merci. Bien, Monsieur le Préfet de région, Monsieur le Président, Monsieur le représentant de l'État d'Israël, puisque quel est votre titre aujourd'hui, Monsieur Dayan, les représentants de la famille de Joseph Stork, Monsieur le Président de l'association des anciens élèves, et enfin Monsieur le Proviseur du lycée Gay-Lussac. À vous écouter, la première leçon que je retire de l'œuvre de Joseph Stork, c'est que pour lui, fondamentalement, un homme valait un autre homme, et que toute vie était sacrée. Je voudrais témoigner, Monsieur le Proviseur, de ce que j'ai reçu comme enseignement dans ce lycée, et dire à la famille de Joseph Stork que les principes fondateurs qui ont été enseignés, qui continuent et qui, j'espère, continueront, Monsieur le Proviseur, et nous pouvons vous faire confiance à être enseignés, c'était bien ceux de la résistance à tout ce qui était nocif à la liberté et à l'égalité entre les hommes. C'est bien aussi la dialectique du discours que j'ai eu avec mes professeurs, qu'ils soient de lettres, comme l'était votre père, ou qu'ils soient de sciences ou de mathématiques, cette dialectique qui faisait que l'autre est considéré à la fois comme quelqu'un dont l'intelligence doit être développée et dont l'intelligence doit être accompagnée dans une ouverture au monde et dans un respect profond et indélébile à l'autre. Il me vient aussi quelques mots que nous ne devons pas confondre dans leur importance. La première, c'est le courage. Et vous savez, le titre de héros, on l'acquiert après. Mais c'est le courage. Car il faut du courage. Dans un monde où certains, voire même des élus, voire même des membres de la haute administration, se comportaient comme des suppôts du pouvoir envahisseur, il fallait du courage pour tenir le cap et garder la foi dans quelque chose qui est essentiel, c'est le respect de ses engagements, le respect de ses valeurs et le respect des règles républicaines. Il y a quelque chose qui m'avait intéressé il y a quelques années, et monsieur le recteur vient d'y faire référence, c'est que nous avons supprimé la morale à l'école. Et que nous la reprenons aujourd'hui, que nous essayons de la matiner. Mais cette morale nous disait quelque chose d'essentiel, que j'ai vécu de mes enseignants ici à Gay-Lussac, et que j'essaie de porter haut et fort. C'est que le chef, le proviseur, doit être un exemple à la fois pour les enseignants, de qui il a la charge d'organiser le travail, mais en même temps pour ses élèves. Et que, en ce sens-là, votre père était exemplaire. Et que la morale, elle n'est pas dans les mots ou dans les intentions,
suivi d'actes contradictoires et délétères qui abîment non seulement la notion du respect, mais aussi la notion de République, mais lui a eu les actes en rapport. Et comme vous l'avez justement dit, monsieur le recteur, il l'a eu en mettant en danger sa vie et celle de ceux qui lui étaient les plus chers, ses enfants. Parce qu'il était dans quelque chose qui est plus fort que tout et qui doit nous amener et nous guider, c'est ce qu'il y a de sacré. La vie est sacrée et la protéger est un engagement que nous devons avoir tous les jours. Il avait ce sens du devoir, et ça c'est aussi important. Ce sens du devoir, c'est comment, dans la fonction où nous sommes, accomplissons-nous ce que nous avons à faire. Et il nous a montré, et il est un exemple, que quelle que soit la complexité de la situation, il ne faut jamais abdiquer à la facilité du moment, mais il faut toujours tendre à l'idéal pour pouvoir aller au réel. Enfin, je terminerai là-dessus, il a eu la reconnaissance des justes parmi les justes, d'une des seules républiques laïques au monde avec la République française, qui est l'État d'Israël. Je crois que c'est extrêmement important. Il faut que nous nous souvenions, que sans République, et l'école est chargée d'enseigner la République, de faire porter ses valeurs par chacun de ses élèves, et les porter non pas comme un fardeau, mais les porter comme un étendard dirigé vers les autres pour les entraîner dans un mouvement qui est celui de la tolérance, qui est celui du respect et qui est celui de la fraternité. Liberté et égalité, vous savez que la fraternité, après avoir été supprimée, a été réintroduite en 1848. Elle est essentielle. Mais sans liberté et sans égalité en droit et en devoir, il ne peut pas y avoir de fraternité. Et sans République, il ne peut pas y avoir de laïcité. Quand la République est intégrée chez le citoyen, chez l'individu en développement, la notion de laïcité peut et doit se développer. Mesdames et messieurs, c'est avec une grande joie et en même temps une grande émotion que j'ai refranchi les portes de ce lycée que j'ai quitté en 1970 et où j'ai reçu un enseignement de qualité. Vous m'avez appris la résistance, vous m'avez appris ici la tolérance, vous m'avez appris à travailler au service des autres, puisque je faisais partie du système associatif. Vous m'avez appris la contestation de l'autorité et en même temps le respect de celle-ci. Et en même temps le grand respect de celle-ci. Monsieur le proviseur, oui, c'est une balise, c'est une lumière que vous avez accrochée dans ce qui était ce moyen quartier et une zone, autant que je me rappelle, qui était un centre de documentation. Ici, vous avez un centre de transmission maintenant, au sens noble du terme, de transmission des valeurs républicaines, de transmission de la notion du devoir, de transmission du respect. Et je voudrais engager chacun d'entre vous ici présents à réfléchir à l'exemple du proviseur Stock et faire en sorte que chacun d'entre nous applique ces principes, ce qui nous amènerait un peu plus de respect. Et finalement, j'espère que notre fonction publique ne retombera pas par ses travers et la quête du pouvoir, un jour ou l'autre, dans ce système qui a valu que pendant que les uns résistaient, les autres dénonçaient et trahissaient. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Bien, monsieur le préfet, monsieur le représentant de l'ambassade d'Israël, monsieur le recteur, monsieur le maire, monsieur le député, monsieur le proviseur, monsieur le président des anciens élèves de l'association des anciens élèves, monsieur le président des amitiés France-Israël, mesdames et messieurs entre grâce et qualité, bien évidemment, mesdames et messieurs les enfants de Joseph Stork, c'est évidemment pour l'ancien élève du lycée Gay-Lussac que je suis moi aussi.
et avec les souvenirs que ce moyen quartier peut réveiller en moi, le moyen et le grand quartier, avec les noms des enseignants qui m'ont formé, M. Sapané, dont on a parlé tout à l'heure, M. Sapané, dont on parlait tout à l'heure, c'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole devant vous aujourd'hui. C'est aussi pour moi, président de région, d'une région qui se définit comme une région, comme une terre de résistance, ça a été rappelé à l'instant, mais c'est une définition que nous aimons bien porter ici. Parce que dans l'esprit de résistance, il y a effectivement la notion à la fois de refus de tout ce qui est inacceptable, et en même temps, il y a l'affirmation des valeurs qui viennent d'être évoquées à l'instant. Moi qui suis président d'une région qui se veut terre de résistance, c'est avec un sentiment d'honneur et de fierté aussi, mais de l'émotion que j'évoquais il y a quelques instants, que je prends la parole aujourd'hui pour rendre hommage à mon tour à Joseph Storck, dont il serait évidemment difficile, après ce qui a déjà été dit, de revenir sur le parcours, simplement rappeler que ce héros, tout en modestie, a eu un engagement qui vient d'être rappelé, un engagement hors du commun et dont le caractère hors du commun n'a d'égal sans doute que la modestie que je viens d'évoquer à l'instant même. Je tiens à vous saluer, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, ces enfants présents aujourd'hui, mais à saluer également toutes celles et ceux qui sont dans l'assistance, toutes celles et ceux qui ont souhaité, par leur présence, manifester eux aussi cette reconnaissance et cette volonté d'honorer la personne qui nous rassemble aujourd'hui. Tout précisément, je tiens à saluer les jeunes qui sont ici, ces jeunes auxquels Joseph Storck a consacré sa vie, d'une manière ou d'une autre, dans une fonction ou dans une autre, dans ses fonctions de proviseur, bien sûr, dans ses fonctions de président aussi, mais également dans la résistance dans laquelle il est entré, parce qu'il était pour lui indispensable de le faire. Je suis admiratif, comment ne pas l'être, de ces histoires, je mets évidemment au mot histoire un H majuscule, de ces parcours d'hommes et de femmes ordinaires a priori, qui embrassent des chemins un jour extraordinaires, qui les embrassent sans peut-être avoir la conscience du caractère extraordinaire de leur engagement. Tout simplement parce qu'à un moment ou à un autre, leur conscience est accrochée. Leur conscience est révoltée par l'inacceptable, parce que les valeurs qui dictent leur comportement sont des valeurs qui un jour se trouvent bafouées, se trouvent niées, se trouvent méprisées. Et cela, je crois, doit nous interroger, nous qui vivons aujourd'hui des périodes troublées, certes, mais le niveau de trouble n'est évidemment pas le même. Ça doit nous interroger sur notre propre conscience. Comment nous aurions-nous sans doute réagi dans cette situation? Qu'est-ce qui fait que des femmes et des hommes, que rien ne prédestinait à des actes héroïques, du moins en apparence, qu'est-ce qui fait que ces hommes désobéissent, risquent leur vie pour en sauver d'autres? Le courage, assurément, sans doute, mais insuffisant. L'humanisme, bien évidemment. Tout ce qui a pu être enseigné ici, ce qui a été rappelé tout à l'heure. Mais au-delà de tout cela, une haute opinion de ce qu'est l'homme, sans doute, une haute opinion aussi de ce qu'est la nation et de ce qu'est l'idéal républicain. Ces hommes et ces femmes, ils et elles ont sauvé notre nation dans une période où l'État français de Vichy a marqué une pause, si l'on peut dire, mais une pause par l'horreur dans cet idéal républicain. Pour autant, nous ne devons pas nous exempter de cette part de notre histoire qui est notre histoire. Nous devons à notre histoire un réel devoir de mémoire, et pas un devoir de mémoire seulement dans les mots et dans les affirmations, un devoir de mémoire dans nos pratiques, dans nos convictions bien sûr, et dans la manière dont nous mettons en œuvre. Notre nation, c'est la contraction de deux choses qui n'en font qu'une, un passé commun d'une part, avec ses gloires, ses souffrances, ses actes d'héroïsme, ses actes qui le sont moins, et un destin commun, une volonté irrépressible de vivre ensemble, et de vivre ensemble dans des conditions qui soient les conditions de l'humanité que nous souhaitons. Au moment où certains responsables, si l'on peut dire politiques, qui n'ont de responsable que le nom, enchaînent des propos de haine, des propos de division, des discours déclinistes, des discours, je l'ai dit, d'opposition les uns par rapport aux autres,
en ce moment même, nous devons réaffirmer fortement cet idéal. La République, notre République, celle que nous voulons, celle qui correspond à nos valeurs, la République ne connaît ni race, ni couleur, ni religion. Quand je dis ne connaît, je veux dire reconnaît l'ensemble de ce que je viens d'évoquer. Il y a entre nous une communauté, cette communauté, c'est la République. Et nous devons, par le devoir de mémoire, par hommage à ces hommes, à ces femmes, qui aux heures les plus sombres de notre histoire ont été intransigeants avec l'idéal républicain, nous devons de les imiter. Nous devons de promouvoir sans cesse, au-delà des mots, dans nos pratiques, Monsieur le maire de Limoges le rappelait tout à l'heure, nous le devons dans nos pratiques promouvoir au-delà des mots les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Et nous savons dans quelles conditions ces valeurs peuvent s'exercer. Nous savons dans quelles conditions ces valeurs peuvent disparaître. Je tiens ici, le lieu s'y prête évidemment, je tiens ici à saluer la communauté éducative. Pour les faits, monsieur le recteur, je crois que c'est important, rappeler que Joseph Stork en était issu, saluer cette communauté éducative, car l'année que nous venons de vivre, ça a également été évoqué, donne à cette cérémonie, je crois, une résonance encore plus forte. Les événements tragiques de janvier, auxquels il a été fait allusion, ont placé notre nation dans l'horreur, dans la stupéfaction, dans l'incompréhension. Et nous avons vu qu'à ce premier état de stupeur a succédé très vite un magnifique élan de citoyenneté. Mais nous savons aussi que ces élans de citoyenneté, que ces grands élans, ces démonstrations d'unité, nous savons qu'elles sont fragiles. Nous savons que s'installer dans la durée, ce n'est pas quelque chose qui va de soi. Et nous savons que les mots ne suffisent pas à faire en sorte qu'il en soit ainsi. La vraie construction citoyenne, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail au quotidien, et c'est un travail de l'ensemble de ceux qui ont, à quelque place qui est la leur, une responsabilité éducative, au sens le plus large du mot. Vous avez, vous qui êtes membre de cette communauté éducative, le rôle d'instruire, bien sûr, le rôle d'accompagner nos jeunes dans leur développement personnel. C'est la mission la plus importante de notre société. Former notre jeunesse, en faire des citoyens de demain et leur donner la capacité de s'intégrer, telle est, je crois, la mission que tout éducateur, à quelque place qui est la sienne, enseignant ou non, telle est la mission que nous devons porter au fond de nous-mêmes. Les pouvoirs publics, les collectivités, les élus doivent s'unir pour soutenir dans cette mission toutes celles et ceux qui en ont la charge, toutes celles et ceux qui ont en charge de faire en sorte que le passé ne se reproduise pas et que nous soyons dignes de l'héritage que nous ont laissé des hommes comme Joseph Stork. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire, et je vous remercie de votre attention. Monsieur le député, Monsieur le président du conseil régional, Monsieur le maire de Limoges, Monsieur le président du cercle d'amitié franco-israël, France-Israël, Monsieur le recteur, Monsieur le proviseur, Mesdames, Messieurs les membres de la famille de Joseph Stork, Mesdames, Messieurs. Je tiens avant tout, Monsieur le proviseur, à vous féliciter pour avoir organisé avec le président de l'association des anciens élèves l'événement qui nous réunit aujourd'hui. Cette inauguration, cette commémoration, comme tous les moments où nous nous rappelons collectivement les heures les plus sombres de notre histoire, est l'occasion de rendre hommage aux femmes et aux hommes qui se sont dressés contre la barbarie et la folie nazie, mais aussi de regarder ce qu'il en est du présent et de l'avenir. Tout d'abord, la guerre sans précédent qui, en 1939-1945, a surpassé toutes les horreurs produites dans l'histoire des désastres humains, puisqu'elle a ajouté au conflit entre les nations la persécution des populations civiles en raison de leurs opinions et origines ethniques. Donc, aux heures les plus noires de cette période, face à l'arrestation, à la déportation, à l'extermination de milliers et milliers de Juifs, des Lumières ont refusé de s'éteindre. Des Français et des Françaises, en très grand nombre, dans toutes les classes sociales, dans toutes les professions,
de toute conviction, ont fait le choix de faire le bien. Au risque de leur propre vie, ils ont ainsi sauvé les 3/4 de la communauté juive résidant sur le sol français, et parmi eux de très nombreux enfants. Bravant le danger, n'écoutant que leur cœur, guidés par leur conscience, ces hommes et ces femmes les ont cachés, hébergés, nourris, soutenus moralement et matériellement dans les conditions pourtant si difficiles de l'occupation, et ainsi ils les ont sauvés des persécutions et des camps d'extermination. Joseph Storck fait partie de ces hommes et de ces femmes qui incarnent encore aujourd'hui l'honneur de la France, les valeurs de justice, de tolérance, d'humanisme. Vous avez tous rappelé les actes héroïques qui ont été les siens pendant cette guerre au sein de ce lycée qu'il dirigeait. Des actes qui lui ont valu la reconnaissance de l'État, puisqu'il a été fait officier de la Légion d'honneur, de l'État d'Israël, en le distinguant juste parmi les justes, de la ville de Limoges qui en a fait son citoyen d'honneur. Et aujourd'hui, c'est au tour de son lycée de lui rendre hommage. De ce lycée Gay-Lussac dans lequel il a défendu et sauvé de nombreux enfants juifs entre 1938 et 1944. C'est un beau message, monsieur le proviseur, que vous transmettez aujourd'hui à vos élèves. Ce devoir de mémoire est fondamental, afin que les jeunes générations soient en capacité de se souvenir de ce qui constitue à bien des égards un épisode fondateur de notre République, une mise à l'épreuve de nos valeurs humanistes, la victoire de la liberté contre l'oppression, le triomphe de la raison face à l'arbitraire et à l'absurde. Le philosophe Alain écrivait « Résistance et obéissance, voilà deux vertus du citoyen. Par l'obéissance, il assure l'ordre, par la résistance, il assure la liberté. » C'est bien cette dialectique cruciale que des hommes et des femmes ont pu faire face, rejoignant la résistance dans des conditions que nul ne peut se représenter aujourd'hui. C'est ce choix vertigineux, fait de courage et d'abnégation, que le proviseur Joseph Storck a fait lorsqu'en 1943, au moment où la Gestapo multiplie les arrestations, il interdit l'accès de son lycée à la police de Vichy. Malheureusement, l'histoire nous montre chaque jour les limites de la mémoire des hommes. Négationnisme, antisémitisme, racisme sont des mots toujours présents dans notre société. En janvier dernier, les attentats barbares à Paris ont visé le cœur des valeurs républicaines pour lesquelles des hommes comme Joseph Storck s'étaient battus. Il était donc de la responsabilité du gouvernement de transformer l'émotion de ce moment en action. C'est ce qu'il a fait. Et pour le faire, il a mis l'école au centre du redressement collectif de notre pays. Cette école, dont l'histoire est intrinsèquement liée à celle de la République, à la progression de l'idée démocratique dans notre société. Cette école, qui doit se mobiliser encore et toujours pour promouvoir et transmettre les valeurs fondatrices de la République, que sont l'égalité, la laïcité, la citoyenneté, la mixité sociale. Cette école qui, au travers de l'hommage à Joseph Storck, appelle à participer à l'édification d'une société et d'un monde de justice, de paix et de solidarité. C'est notre devoir, c'est notre engagement, c'est celui que nous renouvelons aujourd'hui en commémorant Joseph Storck. Merci de votre attention. Nous abordons maintenant une partie de conférence, mesdames et messieurs, avec la prise de parole des élèves actuels du lycée Gay-Lussac. Mesdames et messieurs, il y a plus de 70 ans, notre pays vivait les heures les plus sombres de son histoire. À cette époque où toute forme d'humanité avait quitté notre continent, notre lycée, lui non plus, n'a pas été épargné par cet épisode des plus obscurs. Cependant, des hommes tels que Joseph Storck, proviseur ou les élèves résistants du 17e barreau, ont lutté pour la défense de la liberté et contre l'oppression de l'envahisseur nazi. Au-delà d'être un proviseur ayant marqué notre histoire, M. Joseph Storck fut également un héros et un exemple pour nous tous, ayant sauvé plusieurs d'entre nous des griffes des bourreaux sans scrupules qui étaient les membres de la Gestapo et la milice, un bouclier pour nos prédécesseurs. L'action de Joseph Storck est un exemple de courage, d'abnégation, mais surtout d'engagement pour les autres. Aujourd'hui, face aux difficultés du monde actuel, face à la montée des extrêmes, nous, élus lycéens, notre action est d'être au service des élèves, mais surtout d'être ce bouclier défenseur des valeurs de la République. Défendre la liberté, celle d'apprendre, de s'exprimer et de penser par soi-même. Que l'égalité ne soit pas un vain mot, que chaque élève,
quel que soit son milieu social, ses origines ou son parcours de vie, puisse avoir ici accès à la meilleure éducation possible. Que nous soyons unis autour de cette fraternité qui nous aide à nous élever. C'est pour cela que Joseph Stork, à qui nous rendons hommage aujourd'hui, s'est battu, et c'est à notre tour aujourd'hui de prendre la relève. Je vous remercie. Monsieur Philippe Boncoin. Aujourd'hui presque effacé, le gamin de la milice, peint sur une des façades du lycée Gay-Lussac, est tel un vestige archéologique des années noires de la Seconde Guerre mondiale à Limoges. Il témoigne de l'impossibilité de sanctuariser l'institution scolaire, de la tenir à l'écart des déchirements et des drames de la période de Vichy et de l'occupation. Comment pourrait-il d'ailleurs en être autrement? Le lycée, qui n'accueillait alors que des garçons, vit son public évoluer au gré des événements. Alsaciens, évacués en 1939, réfugiés ayant fui l'avancée allemande en 1940 et bloqués ensuite en zone sud, anciens élèves des écoles normales fermées sur ordre de Vichy, déplacés de tous horizons dont l'errance était un jour arrêtée à Limoges. S'y ajoutaient les effets des malheurs du temps. Rationnement, pénurie, captivité des pères et deuils familiaux. Sans compter bien sûr la législation de Vichy, qui rompait avec l'héritage républicain d'un enseignement humaniste, loin de tout projet d'embrigadement de la jeunesse. Un héritage républicain qui portait aussi la marque récente des réformes d'Édouard Herriot et de Jean Zay, désireux l'un comme l'autre de démocratiser l'enseignement secondaire. Dans un tel contexte, la personnalité du proviseur Stork s'avéra décisive, ainsi que l'écrivit à la Libération Michel Sapanet, déjà cité, professeur de lettres. Pendant 4 années, le lycée de Limoges allait avoir en lui un véritable chef. Un chef qui gouvernait d'une main de fer son lycée, conjuguant autorité, droiture et bienveillance. Un ancien élève le décrivait ainsi, je cite, « Il inspirait des sentiments mêlés, de la crainte, beaucoup de respect, un peu d'affection du fait qu'il donnait l'impression de connaître tous ses internes individuellement. Il était omniprésent, sa taille était modeste, mais sa voix d'une puissance exceptionnelle. Il était capable de se faire entendre d'un bout à l'autre du grand couloir qui traverse le lycée. Un chef qui entendait surtout tenir Gay-Lussac qu'il dirigeait hors des influences délétères venues de l'extérieur. Les témoignages d'anciens élèves sont concordants à ce sujet. Gay-Lussac resta à l'abri de la propagande vichiste et collaborationniste. À plusieurs reprises, le proviseur Joseph Stork interdit aux autorités allemandes et vichistes de pénétrer dans l'établissement, notamment lorsque la Gestapo vint y chercher un homme soupçonné d'être résistant. Surtout, il sévit contre les jeunes miliciens qui avaient obtenu le droit de venir en uniforme assister aux cours. L'un d'eux, parce qu'il détenait une arme, fut même temporairement exclu, malgré les pressions du cabinet de Joseph Darnan, chef de la milice. Un chef qui voulait aussi protéger ses élèves et ses professeurs. Bien évidemment, Joseph Stork n'était pas neutre. Ses sympathies allaient à la résistance, comme celle, semble-t-il, de l'immense majorité du corps professoral. Aussi, lorsque des enseignants furent inquiétés par leur hiérarchie, en raison de cours jugés peu conformes à l'idéologie de la Révolution nationale, prit-il leur défense. C'est pourquoi, lorsque des surveillants furent appelés à travailler en Allemagne dans le cadre du STO, il leur garantit qu'ils continueraient à recevoir le traitement s'ils faisaient le choix de basculer dans la clandestinité. Mais sa sollicitude s'exprima surtout en faveur des élèves victimes des législations de Vichy et de l'Allemagne nazie. Il y eut d'une part les jeunes Alsaciens, censés regagner leur province natale pour devenir sujets du Reich, et qui purent rester élèves du lycée. Il y eut aussi les 20 élèves inquiétés en avril 1943 pour leur participation aux activités de résistance du 17e Baron. 11 d'entre eux furent internés au camp de Nexon. Ils reçurent à plusieurs reprises la visite de leur proviseur, qui organisa pour eux des cours par correspondance. L'un d'eux put même bénéficier d'une permission de sortie pour passer la première partie des épreuves du baccalauréat. Joseph Stork refusa également de prendre des sanctions disciplinaires à leur encontre, tant que l'affaire n'était pas jugée, et réintégra ceux qui, une fois libérés, voulurent poursuivre leurs études, parfois sous une fausse identité. Il protégea enfin, et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, ceux qui étaient les plus menacés, les jeunes juifs. Dans cet établissement qui comptait alors près d'1 millier de lycéens, ce sont plusieurs dizaines, une centaine d'élèves qui, inscrits pour la plupart sous de faux noms, purent poursuivre leur scolarité sans être inquiétés. Du moins, tant qu'ils restaient dans ce havre
qu'était le lycée. Hors ces murs, il en allait hélas autrement. Aussi, Joseph Storck a mis son autorité naturelle et ses qualités humaines au service des valeurs de la République et au-delà des valeurs d'humanité. Après Arsène Gonod, professeur de physique, mort en déportation pour fait de résistance, après les élèves membres du 17e barreau, il était donc normal que le lycée Gay-Lussac rendît hommage à celui qui sut lui éviter et la honte et le déshonneur. Je vous remercie. Il est bien, je crois que, je vais le dire comme ça, Joseph Storck rentre chez lui. C'est-à-dire revienne au lycée Gay-Lussac où il n'y avait pas effectivement de marqueur mémoriel à sa mémoire. Et c'est bien, je crois, pour 3 raisons sur lesquelles je voudrais insister un petit peu. La guerre produit, la Seconde Guerre mondiale produit de la coercition, produit de la répression, c'est une répression double, il ne faut pas l'oublier, c'est une répression à la fois de Vichy, avec un appareil législatif tout à fait remarquable en termes de répression, et à partir du 11 novembre 1942, une répression accentuée en raison de l'occupation allemande à Limoges. Alors, il est des lieux, dans ces cas particuliers de conflits, des lieux et des initiatives individuelles, on le sait pour tous les conflits, qui ont été ou ont permis la création de véritables, je dirais, havres de paix et d'aide pour les persécutés de tous bords. Havres en raison même de leurs conditions spécifiques d'existence, des conditions géographiques qui sont liées à l'isolement, il est facile de cacher, par exemple, des juifs dans des parties rurales reculées, havre professionnel, parce que, au fond, la personne qui protège est difficilement soupçonnable, je dirais même insoupçonnable, donc elle va obtenir une sorte de gain de protection. Havre, parce qu'on est coupé du monde, c'est le cas des couvents, par exemple, qui vont abriter de nombreux jeunes juifs. Et puis, il y a les établissements scolaires, qui, eux, sont radicalement différents. Parce que les établissements scolaires n'obéissent pas à ces règles de dissimulation. Ce sont des lieux plus ou moins complexes, selon leurs implantations et leur taille, mais ce sont des lieux absolument ouverts, c'est-à-dire des lieux qui n'ont pas cette clôture au monde. Et la singularité de Joseph Storck, je crois qu'elle doit être lue à cet homme-là, bien spécifique. Il dirige le plus important lycée de Limoges, en cœur de ville, à 2 pas du HVS, Hauptverbindungsstelle, c'est la petite commandantour qui est installée là, dans l'ancien Luc Hotel, devenu aujourd'hui un immeuble de logement. C'est de l'autre côté de sa rue, tout simplement. Et à proximité des cantonnements allemands qui sont particulièrement nombreux sur la place Jourdan. C'est même là que le cœur du dispositif d'occupation de la Wehrmacht à Limoges. Donc il est à 100 mètres, au fond, du process d'occupation allemande. Il dirige un lycée qui est littéralement traversé par la guerre, puisque tous les éléments de la guerre, au fond, se retrouvent dans cet établissement. Les restrictions et la résistance de Joseph Storck, on ne le dit peut-être pas assez, elle a commencé par là. Elle a commencé par toute une série d'accommodements avec le marché noir ou marché gris, comme vous voulez, qui consistait à assurer au moins le ravitaillement de sa cantine, d'une certaine façon, par des falsifications de pièces comptables. Ça a commencé comme ça, il fallait nourrir des lycéens, et on va jouer sur toute la comptabilité pour arriver à nourrir ses élèves. Ensuite, parce qu'un arsenal de lois, de décrets, de circulaires de Vichy, qui mettent à l'écart la communauté juive et organiser sa persécution, vont le conduire au choix de la dissimulation, et ça n'est pas rien non plus, la dissimulation à l'intérieur d'un établissement scolaire. Imaginez ce que vous devriez faire aujourd'hui dans un cas de figure de cette nature. C'est falsifier des registres, c'est changer des noms, c'est créer de l'absentéisme, c'est envoyer des tas de gens à l'infirmerie, c'est toute une série de petites actions qui, lorsque on les décompose de façon simple, paraissent simples, mais demandent à la fois de l'imagination, de la pugnacité, et au fond, une grande, je dirais, une grande imagination pour arriver toujours à ses fins. Enfin, l'établissement est traversé par toute la turbulence des temps. Il y a dans ce lycée des résistants et des collaborateurs
ça a été précisé tout à l'heure, il a aussi ça à gérer. Et on sait combien c'est difficile dans des groupes d'élèves de gérer les deux tendances, c'est-à-dire si l'on protège les uns, que font les autres, que disent-ils, que racontent-ils. Et nous avons là-dessus beaucoup de témoignages sur le fait de savoir comment l'information circulait à l'intérieur, et il doit aussi maîtriser ce process. Sans compter le corps professoral, qu'il doit aussi gérer, puisque celui-ci se partage de la même façon. Et là aussi, il fait le choix, effectivement, de la résistance, puisqu'il va protéger les jeunes du 17e barreau. Alors, je ne peux pas développer cette partie du 17e barreau, c'est toute une histoire en soi. Je voudrais simplement dire trois choses sur le 17e barreau. Pendant très longtemps, on a écrit l'histoire de jeunes lycéens dans une résistance qui ne compte pas trop, au fond, c'est-à-dire des jeunes lycéens turbulents qui s'engagent en résistance, qui tracent des V sur les murs, etc. Mais c'est pas ça le 17e barreau. Le 17e barreau, c'est un groupe de jeunes lycéens associés à des jeunes de la ville qui font des actions de résistance qui sont extrêmement violentes, c'est-à-dire mettre le feu à des organismes de Vichy, à des bureaux de Vichy pendant la nuit, volent des effets militaires dans un établissement qui n'est pas très loin d'ici, ce qu'on appelait le frigo à l'époque, et tentent par des faux extrêmement complexes de se procurer de l'armement. Autrement dit, protéger les jeunes résistants de cette nature, c'est pas protéger des gamins qui font des bêtises, c'est protéger des résistants qui sont arrêtés, internés dans un camp qui est quand même assez terrible, qui est le camp Nexon, et s'engager à aller protéger justement à Nexon même, puisqu'il s'y rendra, à tenter de contourner le conseil de discipline de l'époque, et à se rendre même au tribunal au moment du procès, et à tenter de régler la question du devenir d'un certain nombre de ces jeunes, c'est une action qui est loin d'être anodine. Hein, je le répète encore une fois, on protège pas des gamins, on protège vraiment des résistants, même s'ils sont très jeunes. Je crois que c'est ça quand même qu'il faut redire sur le 17e barreau, et nous avons remis, il n'y a pas très longtemps ici, une médaille de la Légion d'honneur à un des derniers, de ces derniers résistants, et on a très bien vu que cette histoire du 17e barreau dépasse largement au fond, des petites actions quotidiennes comme auraient pu en faire des lycéens un peu turbulents à l'époque. Alors, je terminerai sur ce point. Il fallait rendre hommage, je crois, à Joseph Stork. Il fallait le ramener dans la maison, et il y revient par une plaque, par une salle, etc. Il fallait qu'il retrouve sa maison, ce qui n'avait pas été fait. Et je terminerai simplement en prenant une parole de quelqu'un qui a bien connu Joseph Stork, qui est le rabbin Deutsch, qui était pas très loin d'ici, et qui était en relation aussi avec lui. Alors c'est une mauvaise traduction de l'hébreu, mais je vais vous dire l'essentiel. Le rabbin dit un élément essentiel de ce qui a été à Limoges la supportabilité de la guerre pour tous les soupçonnés, pour tous les menacés, pour tous les capturés. Ce sont ces hommes sans qui nous n'aurions pas été jusqu'à la libération. Et Joseph Stork a véritablement été un de ceux-là. Voilà.